c'est Mira du blog La Curiositech sur Blogueur. Peut-être m'avez-vous déjà croisé sur Twitter ou sur Instagram. Je souhaitais diversifier mon contenu en vous proposant cette toute première vidéo en complément d'une chronique que j'ai écrite au mois d'avril sur un roman qui a été une expérience toute particulière pour moi, à savoir Poumon vert de Ian R. MacLeod, édité par Le Bélial. Ce roman est un roman de science-fiction qui a été nominé et finaliste de prix extrêmement prestigieux comme celui donc du prix Hugo en 2003, celui du prix Nebula en 2004 et qui a finalement été élu meilleur court roman de l'année 2003 par la revue américaine Isaac Asimov Science Fiction Magazine. C'est donc une excellente recommandation de lecture. Il raconte comment une petite fille du nom de Jalila va apprendre à devenir une jeune femme et à choisir son destin en descendant des plaines isolées de son enfance, les plaines de Taboutal, avec ses trois mamans, vers une ville côtière, Al-Jamb, où elle va faire l'expérience d'une population bigarrée, de mœurs différentes, et aussi une expérience qui va en partie changer sa vie. Donc une expérience tout à fait déroutante pour ses différents sens, qui vont d'abord l'effrayer, puis la fasciner, et enfin qui vont faire d'elle ce qu'elle est censée devenir. Ce roman est vraiment une expérience en soi parce qu'il est écrit comme le serait un roman d'une société exclusivement féminine. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite vous lire les premières pages. Jalila était entrée dans sa 12e année standard, la saison des pluies douces abariennes, lorsqu'elle déménagea en compagnie de ses mères depuis les hautes plaines montagneuses de Taboutal jusqu'à la côte. Cette longue descente représenta pour elle une découverte sans hâte. Le Kamsin avait abandonné depuis longtemps le monde humidifié de frais, et les Ayahuanes rouillaient au fil du voyage pendant que le sous-bois d'un vert pourpré aspirait les énormes plaques sous leurs pieds. Jalila contemplait des ksars et des falaises qu'elle n'avait vues jusqu'alors que dans sa tente explo. Ses songeries inquiètes lui avaient représenté les passerelles de cordes construites par ses ancêtres pour franchir les crêtes comme vieilles et fragiles. Mais elles se révélaient en réalité robustes et subtiles. D'énormes grues tièdes au toucher, ruisselantes et bourdonnantes, se soulevaient lourdement dans la brume, telles des géantes avisées, dont l'étreinte lui offrait sans peine un cocon qu'elle partageait avec sa Ayahuane, Robin. Se balancer au-dessus des gouffres, dans un néant gris-vert, lui donnait presque l'impression de voler. Étrangement, plus étrange que tout, dans cette découverte sans hâte, le paysage alentour semblait s'élever au fil de la progression et des campements des voyageuses. Elles avaient l'impression de monter au lieu de descendre. Les hautes plaines de Taboutal baignaient dans une atmosphère raréfiée. Jalila le savait grâce aux cours dispensés par sa tante Explo. On était si près des étoiles, là-haut, que Pavot avait dû presser un masque sur le visage dès sa naissance en attendant que le poumon vert s'enracinât. L'air était pur, le froid agréable et le soleil brillait toute la journée, dur et glacé, blanc sur fond bleu-noir comme le milliard d'étoiles nocturnes. Jamais pourtant, Jalila n'avait pensé à ce genre de choses en gambadant entre les arbres de cristal, même si ses mères souriantes la prévenaient parfois qu'un jour, tout changerait. Ce jour était arrivé. Robin négociait le sentier qui serpentait à travers la forêt d'Urter, arbres à l'allure étrangère, aux troncs bruns ridés et aux douces feuilles vertes. Le terrain plongeait, offrant à sa cavalière le premier aperçu de quelque chose de plat, à l'horizon lointain, mais le paysage n'avait jamais paru plus élevé. En contrebas sur la côte, les montagnes se cabraient autour d'une anse. Il y avait beaucoup de gens là en bas. Peut-être pas les foules qu'évoquait la tante Explo de Jalila dans les histoires des 10 001 mondes,
mais tellement qu'elle doutait d'en jamais connaître toutes les familles. Du moins, se le disait-elle en parcourant pour la première fois les rues d'une ville aux constructions blotties les unes contre les autres, proximité ridicule, lassée de fixer et d'éviter de fixer les visages qui l'entouraient. La ville avait nom Al-Jamb, car les montagnes étaient toutes proches. Et, au grand soulagement de Djalila, le nouveau haremlek de sa famille se trouvait à quelque distance, au bord d'une piste de terre quasi indiscernable qui partait de la route côtière bleu-noir strianduite. La bâtisse avait besoin de multiples réparations, car Lia, la mère de lien de Djalila, l'avait abandonnée une longue saison durant. Malgré ses murs de roches ignées, son toit avait été tiré pour l'essentiel des arbres étranges d'Urter qui poussaient dans les montagnes. Il s'était affaissé par endroits au point de fuir et de régresser vers le chaos, lequel cherchait manifestement à s'emparer des lieux en totalité. Toutefois, les Ayawan avaient également besoin d'attention dans leur écurie de fortune en attendant de s'adapter au climat côtier. Pavot passa un bon moment à fabriquer les potions nécessaires pour réparer les liens sanglants qui unissaient leur métal rouillé à leur chair, puis à contrer les coulées de moisis qui s'étiraient telles des larmes lentes sur leur long nez solennel. Les souffrances infligées à Robin par le temps auraient dû bouleverser Djalila, qui se sentait cependant trop mal elle-même pour s'en préoccuper. C'était ridicule, compte tenu de la richesse en oxygène de l'air côtier, mais chaque inspiration exigeait d'elle un effort conscient, une poussée physique abominable vers l'avant. Inhaler cette atmosphère humide, salée, alourdie de spores, lui donnait l'impression de boire de la soupe à la paille. La fièvre s'empara d'elle, accompagnée des moisissures dont pâtissait aussi Robin, mais à des endroits encore plus gênants, plus exaspérants. Le plus exaspérant étant, malgré tout, que sa mère de naissance, sa mère de lien, et Pavot en personne, à qui les Ayawan donnaient décidément beaucoup de travail, traitait sa fièvre et autres problèmes avec une indifférence insouciante, lui assurant vaguement avoir connu ça dans leur jeunesse. D'ailleurs, concluait-elle, le temps ne tarderait pas à changer. Mais Djalila avait passé sa vie entière dans l'éclat immuable et froid de Taboutal, où le vent ne tournait jamais et où les arbres tintinabulaient comme des glaçons. Pareille déclaration aurait aussi bien pu être faite dans une langue étrangère. Peut-être son état évoluait-il pour le pire. La pluie tambourinait sur le toit en charpie du haremlek, dégoulinait, s'accumulait en poche sur les auvents de fortune qu'il a déversés à seaux dans le cou de quiconque la heurtait. La brume envahissante s'introduisait par les fenêtres dépourvues de carreaux, les montagnes se réduisaient à des images ou disparaissaient totalement. Djalila toussait. Quelque chose de bizarre lui tombait sur les mains, une substance verte, visqueuse, rappelant la moisissure qui cherchait à tout engloutir. Un matin, elle se réveilla, persuadée que ses organes explosaient. Se leva, sortit en titubant de sa tente explos, puis de l'échafaudage qui entourait le haremlek, parcourut pieds nus la piste de terre, puis la route noire silencieuse, descendit enfin sur la plage. Un besoin impérieux de s'échapper la poussait. Hoquetante, le cheveu terne, la peau parcourue de démangeaisons fiévreuses, elle resta plantée parmi les flaques prisonnières des creux du rocher. Quelque chose s'était coincé au fond de sa gorge et dans ses poumons, quelque chose qui s'y était enraciné et y grandissait. Une quinte de toux telle qu'elle n'en avait jamais connue s'empara d'elle. La substance verte lui éclaboussa les mains, lui ruissela sur le menton. Djalila se plia en deux. D'énormes grumeaux, striés de sang, jaillirent de sa bouche. N'eût été leur couleur verte, elle les eût pris pour ses poumons en lambeaux. La douleur était inimaginable. Enfin, l'averse s'apaisa par haut-le-cœur, sursaut et fausse rémission. Elle s'essuya les mains sur sa chemise de nuit. Les rochers alentour étaient éclaboussés de verre. Le poumon vert, ce qu'il avait soutenu dans les hautes plaines. Regarde-moi ça maintenant. Djalila inspira lentement, précautionneusement, recommença,
Elle avait mal à la gorge, à la tête, mais respirer lui semblait soudain risiblement facile. Elle retraversa la plage brumeuse pour regagner le Haremlek, où ses mères étaient attablées autour du petit déjeuner. Après s'être assise sans un mot, elle se mit à manger. Ce soir-là, Ananke lui rendit visite, alors que, allongée dans l'obscurité de sa tente explos, elle s'efforçait d'oublier le bruit de la pluie sur et dans la construction grinçante imbibée d'eau. Les mains de sa mère de naissance rappelaient pourtant toujours le Sahara des hauteurs par leur odeur et leur contact. Elles se posèrent sur son visage, aussi rêches, propres et chaudes que les rochers qui restituent leur chaleur à la lumière des étoiles. Quelques mois plus tôt, Djalilah se fût sans doute mise à pleurer. « Tu comprends peut-être maintenant pourquoi on ne t'a pas parlé du poumon vert avant ?» Elle ne prêta aucune attention au point d'interrogation final. Ses mères savaient depuis le début, d'où sa fureur. « Il ne va pas tarder à arriver autre chose à ton corps, des choses qui n'ont rien à voir avec cet endroit. Ça, je vais t'en parler, même si tu vas me dire que tu en es déjà informé. » Les rudes doigts calmes caressaient ses cheveux. Ananke déroula des phrases évoquant des changements, des gonflements, des croissances, par lesquels Djalilah n'eût jamais cru être concernée, et que ses basses terres fétides semblaient réellement avoir avancé. Elle songea au vent de Taboutal, qui faisait tintinabuler les arbres de cristal et lui rafraîchissait les joues. Ici, l'humidité ambiante lui donnait l'impression d'évoluer en prison. Elle regrettait de ne pas être en train de courir. Elle voulait s'échapper. Si petite que fût Al-Jamb, c'était la plus grande ville que Djalilah eût jamais vue. Elle ne tarda donc pas à se porter volontaire pour chaque course nécessitée par les réparations et restaurations du Haremlek. Son quotidien avait été de vastitude, d'horizons démesurés, de surprises lentement et souvent dangereusement insinuées par un paysage géant, mais voilà que le moindre virage, la plus minuscule placette la déconcertait en introduisant des changements complexes. La diversité des visages et des accents était immense. Les gens étendaient leur linge à travers la rue, elles se querellaient et fumaient en public, certaines mangeaient en tenant la nourriture à deux mains. Elles vous regardaient passer, apparemment indifférentes au fait que vous leur rendiez le regard. Des visions et des odeurs s'imposaient. Des marchés jaillissaient certains jours, sans que Djalilah comprît, d'après quel calendrier, ni où trouver leurs étalages, scintillants, brillants, puants, dégoûtants, fascinants, pleins de marchandises les plus étranges et merveilleuses. Fruits d'autres planètes, épices aux formes d'insectes, insectes à réduire en poudre épice, cuves grouillantes de choses dont elle n'imaginait même pas l'usage, et soirées éclatantes, au tissage d'une finesse de vent sous les étoiles, qui lui inspirait une envie physique, une avidité ardente. Il lui arrivait aussi de surprendre des créatures d'outre-monde à errer dans les rues d'Al-Jamb ou à la regarder de haut, depuis les fenêtres en surplomb des étages supérieurs, tableaux déconcertants au cadre désuet. Certaines emportaient partout leur propre atmosphère dans des pipes à eau bouillonnantes. D'autres se déplaçaient au sein d'énormes sacs gris gonflés de l'océan de leur planète mère, comme des bébés dans leur poche des os. D'autres encore ressemblaient à des versions gigantesques des insectes à épices. Quand on les côtoyait de trop près, l'air environnant bourdonnait choléreusement. Toutes présentaient un unique point commun. Elles avaient l'air bien heureusement inconscientes de la présence de Djalilah, laquelle les suivait sans les quitter du regard, puis rentrait au Haremlek avec un retard inexcusable, alors qu'on l'avait envoyé faire une commission quelconque, qui lui sortait parfois totalement de l'esprit. « Il faut t'habituer aux choses », lui dit un jour Lia, sa mère de lien, quand elle revint une après-midi sans l'outil qu'elle était partie chercher en début de matinée. Elle en avait d'ailleurs oublié jusqu'au nom et l'utilité. « Tu ne seras jamais chez toi, ni sur aucun autre monde, si tu te laisses surprendre par tout et n'importe quoi. » Mais ça ne dérangeait pas Djalilah d'être surprise.
Elle en venait même à aimer ça. Lorsqu'il fallut une fois de plus se rendre à Al-Jamb, acheter un nouveau cristal de croissance pour l'échafaudage, elle implora ses mères de l'autoriser à y aller. Elles finirent par céder, non sans secouer la tête d'un air sévère. La pluie avait enfin cessé, ou du moins s'était-elle interrompue toute une journée. Aux yeux de Djalilah, qui gagnait par la route côtière le chaos hérissé de la ville, le paysage n'en restait pas moins vert et humide. Elle comprenait, en théorie, que la pluie reprendrait sans doute, se calmerait, reprendrait encore, décroissante, pendant que la chaleur irait croissante. Mais elle trouvait ridicule que nul ne pût prédire au juste quand ni comment arriverait la véritable saison des étés d'Abara. Les bateaux qu'elle contemplait en mer, des felouks séparés de la côte par les rubans blancs des vagues écumeuses, étaient soumis aux mêmes incertitudes. Et les pêcheuses subissaient en plus les habitudes des bancs d'eau blanc qui allaient et venaient sur les océans. Habitudes dont l'évaluation s'avérait tout aussi approximative. Ici, sur la côte, le monde était imprévisible, comparé à Taboutal. Les marchés, les gens, le linge, le soleil, la pluie, les créatures d'outre-espace, jusqu'à Ayam et Walla, les lunes d'Abara que Djalilah contemplait souvent. Elles se traînaient à travers les nuages comme des boulets de canon à travers du coton, poussant et tiraillant l'océan. Quand Djalilah franchit en trébuchant les cordes et les épis étirés sur la longue plage de galets qui lui servait de raccourci pour gagner le centre-ville à marée basse, elle fut cependant accueillie par une vision encore plus étonnante que les autres. La puanteur du poisson l'eût écœurée quelques mois plus tôt, et l'écœurait toujours, mais les compensations ne manquaient pas, y compris visuelles. Ce jour-là, elle découvrit un bateau tiré à l'écart des flots, nettement plus long, plus noir et plus lourd que les felouks. À sa proue se dressait une sorte de cabane délabrée, à sa poupe un treuil si massif que Djalilah s'interrogea. Ne suffisait-il pas de mettre l'embarcation à l'eau pour la condamner à chavirer? Toutefois, ce n'était pas le bateau qui avait attiré son attention, mais l'inconnu qui s'activait dessus à soulever de lourds cordages. Malgré la distance, sa silhouette avait quelque chose de différente, dans l'apparence et les mouvements. Encore une créature d'outre-monde? Non, elle était manifestement humaine. Pieds nus, vêtue en tout et pour tout d'un short effiloché, presque aussi plate que Djalilah le restait, et a priori d'âge et de taille comparable. Djalilah ne s'était toujours pas habituée à se présenter aux inconnus, mais décida de s'approcher et de faire mine de s'intéresser au curieux bateau, ou de se demander de quoi il s'agissait. La silhouette balança un tour de corde supplémentaire par-dessus le plat-bord en poussant un grognement que la brise emporta. Sa peau était d'un brun de thé, son épaisse chevelure disciplinée par une longue queue de cheval, ses épaules larges et sa manière de bourger curieuse. Pas vraiment problématique, mais pas tout à fait adéquate non plus. À croire qu'elle avait une articulation supplémentaire dans le dos. Lorsque Djalilah franchit d'un bond le dernier épi, le claquement des galets fit lever les yeux à l'inconnu qui lui montra ainsi son visage. Un gros nez, un gros menton, des traits étonnamment plats et grossiers. Un enfant eût peut-être fait mieux avec de l'argile. « Tu viens m'aider » ? « C'est possible, » répondit Djalilah en haussant les épaules. « Tu en as un drôle d'accent, dis donc. » Elle se faisait face. La fille du bateau avait des yeux gris, aussi bizarres que le reste de sa personne. Peut-être venait-elle d'une autre planète. Peut-être était-ce ça. Djalilah avait entendu dire que là-bas, les gens se faisaient faire des choses pour pouvoir vivre dans des endroits différents. Sans doute fallait-il ranger le poumon vert dans la catégorie de ces choses, bien qu'elle n'y eût jamais pensé de cette manière. Elle n'arrivait pas non plus à imaginer qu'un monde quelconque pût exiger une laideur pareille de ses habitantes. « Les gens d'ici parlent d'une drôle de manière, répondit-elle, et tu as un drôle d'accent aussi. »« Je m'appelle Kalal, et moi c'est ma voix. Rien à voir avec un accent. »
Kalal regarda ses mains pleines de graisse, songea peut-être à en essuyer une et à la tendre à Djalilah, mais décida de ne pas s'embêter avec ça. « Ah, tu ne comprends pas, hein ?» Sa voix rude, les contorsions étranges imprimées par le sourire à ses traits. « Je ne vois pas ce qu'il y a à comprendre. Tu es juste. Je suis un homme. » Kala ramassa un rouleau de corde sur les galets et désigna d'un coup de menton celui qui attendait juste à côté. « Bon, tu m'aides, oui ou non ?» En lisant les premières pages de Poumon vert de Ian R. MacLeod, j'ai pu me rappeler l'exigence que représente la lecture d'un roman de science-fiction avec son vocabulaire tout particulier et son monde créé de toutes pièces par l'auteur. On peut dire que comme Djalilah, le lecteur subit lui aussi une initiation. Une initiation à un monde dont les règles sont différentes des nôtres, dont la langue issue de ce même monde est elle aussi différente et subit elle aussi d'autres règles. Qui nous fait découvrir donc un univers entièrement gouverné par les femmes. Si bien que les accords qui se font au singulier, quand il s'agit de quelqu'un ou de n'importe qui, ou bien qui se font au pluriel, eh bien sont tous au féminin. J'ai trouvé que cette expérience était vraiment très intéressante, très enrichissante, un peu particulière, il faut s'habituer, mais qu'elle offrait une véritable proposition stylistique. C'est donc parce que le style de ce roman m'a vraiment marqué que je souhaitais partager les premières pages de lecture avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a motivé à lire la suite de Poumon vert. N'hésitez pas à préciser en commentaire si vous souhaiteriez que je fasse des vidéos de ce genre-là ou bien si éventuellement vous avez des idées d'autres vidéos dans lesquelles vous souhaiteriez me voir m'exprimer sur d'autres sujets, d'autres genres, d'autres romans. À bientôt!